Tout a commencé par un appel en pleine nuit. J'étais tellement épuisée ce jour-là que je n'arrivais même pas à garder les yeux ouverts correctement. J'avais passé la journée entière à résoudre des problèmes au travail, à essayer de jongler avec les tâches de la maison, à aider mon fils avec ses devoirs et, en plus de tout ça, à gérer des factures qui ne faisaient qu'augmenter. Quand j'ai entendu le téléphone sonner, mon cœur s'est tout de suite accéléré. Parce qu'un appel la nuit, ça n'annonce jamais rien de bon, n'est-ce pas? J'ai répondu d'une voix faible, encore endormie, et j'ai entendu immédiatement la voix de mon père. Tu n'as pas encore transféré l'argent du syndic. C'était dû hier. Pas un « Salut ma fille », pas un « Tout va bien chez toi avec le petit ?» Rien, juste une exigence. Pendant une seconde, j'ai pensé à me justifier, lui dire que j'avais des factures en retard, que mon salaire avait été versé avec un jour de décalage, que j'allais m'en occuper. Mais je me suis arrêtée. J'ai pris une grande inspiration, parce que ce n'était pas la première fois, ni la 10e. Depuis des années, je soutenais cette maison, je payais l'électricité, l'eau, Internet, l'assurance maladie, et je faisais même leurs courses tous les mois, sans obligation, sans retour, juste pour voir si, un jour, ils allaient le reconnaître. Dire un simple « merci », peut-être. Mais savez-vous ce qui faisait le plus mal? Ce n'était pas l'argent, c'était leur manière d'agir, comme si c'était mon devoir de tout prendre en charge. Comme si j'étais juste un distributeur automatique disponible 24 heures sur 24. Cette nuit-là, après avoir raccroché, ma tête tournait à 1000 à l'heure. Je suis restée à fixer le plafond, me remémorant toutes les fois où j'avais renoncé à quelque chose pour moi pour les aider. Les chaussures que je n'ai pas achetées, les vacances que j'ai repoussées, le cadeau d'anniversaire de mon fils que j'ai simplifié pour pouvoir payer une énième facture de leur maison. Et malgré tout ça, ils n'ont jamais montré de gratitude. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils ne se sont jamais souciés de mes efforts. Vous avez déjà vécu ça? Vous êtes déjà senti utile à quelqu'un uniquement tant que vous donniez quelque chose? Que la personne ne vous cherche que lorsqu'elle a besoin de vous? C'est comme si vous n'aviez aucune valeur en dehors de ce que vous pouvez offrir. Et j'ai commencé à réaliser que c'était exactement ce qui m'arrivait. Je n'étais pas une fille, j'étais une ressource. Le lendemain, encore écrasée par ce poids dans la poitrine, je suis allée rendre visite à mes parents. J'ai apporté quelques fruits, comme d'habitude. Quand je suis arrivée, ma mère regardait la télé et n'a même pas bougé du canapé. Mon père était sur le balcon, en train de parler au téléphone. J'ai attendu qu'il finisse son appel. Dès qu'il a raccroché, je me suis tournée vers lui et j'ai dit calmement « Papa, le virement pour le syndic sera fait demain. J'ai eu quelques retards, mais je suis en train de tout organiser. » Il m'a regardé avec un air de mépris, comme si j'avais dit la pire bêtise imaginable. Et il a répondu sèchement, devant ma mère, sans réfléchir une seconde. « Tu ne sers qu'à payer les factures, de toute façon. Et même ça, tu n'arrives pas à le faire correctement. » À cet instant, le monde s'est arrêté. Ce n'était pas juste les mots, c'était la façon de les dire, le regard, la certitude dans sa voix, comme si c'était une vérité absolue, comme s'il croyait vraiment que c'était la seule valeur que j'avais dans la vie. Vous savez, cette sensation de froid qui vous remonte le long du dos, je l'ai ressentie. Mais au lieu de pleurer, de crier ou de me défendre, j'ai juste pris une grande inspiration. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie libre, parce que cette phrase m'a réveillée. Ce moment m'a fait comprendre que je devais arrêter, pas seulement de payer les factures, mais d'essayer d'être vue, d'essayer de plaire à ceux qui ne me valoriseraient. Jamais. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec le cœur qui battait fort. Je me suis assise dans la cuisine, une tasse de café déjà froid à la main, repensant à tout ce que j'avais traversé jusque-là. Vous êtes déjà arrêté pour réfléchir à combien de temps de votre vie vous passez à essayer d'être accepté, à tenter de prouver que vous êtes assez bien, que vous méritez d'être aimé, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Depuis toute petite, ma sœur a toujours été la préférée. Toujours. Elle pouvait se tromper, manquer de respect, disparaître pendant des jours, et pourtant elle était traitée comme la fille parfaite. Et moi, j'étais celle qui réglait tout, celle qui répondait aux appels, qui allait chercher des médicaments à la pharmacie, qui prenait soin des autres quand ils étaient malades. Et à la fin, on me disait « Tu es forte, tu tiens le coup ». Comme si j'étais née pour porter les autres. Je me souviens d'un jour, il y a quelques années, quand mon père a dû subir une opération. J'ai passé 3 nuits d'affilée à l'hôpital avec lui. Je dormais sur une chaise inconfortable. Je mangeais n'importe quoi à la cafétéria. Je luttais pour rester éveillée, afin qu'il ne soit pas seul. Le 3e jour, ma mère est arrivée avec ma sœur. Elles sont restées 20 minutes, ont pris une photo avec lui et l'ont postée sur Facebook avec la légende. Toujours ensemble dans les moments difficiles. Moi, je n'ai même pas été mentionnée. La semaine suivante, après l'épisode du « Tu ne sers qu'à payer les factures », j'ai pris une décision. Je me suis assise devant mon ordinateur, j'ai ouvert mon tableur de dépenses et j'ai tout passé en revue,
ligne par ligne. J'ai annulé le prélèvement automatique de leur assurance maladie, j'ai arrêté de transférer l'argent pour le syndic, la carte de crédit et même leur facture de téléphone. J'ai tout mis à zéro. À la place, j'ai créé une nouvelle feuille intitulée « Ma vie ». Ça semble symbolique, non? Mais c'est là que tout a commencé à changer. J'ai commencé à prendre soin de moi, vraiment, avec la même énergie que je mettais à m'occuper d'eux. J'ai pris un rendez-vous médical que je repoussais depuis des mois. J'ai acheté un petit cadeau pour mon fils, juste parce qu'il avait bien réussi son contrôle de maths. Des petites choses, mais que je ne faisais jamais. Parce que tout ce que j'avais, je le donnais à eux. Et savez-vous ce qui s'est passé au début? Le silence. Pas d'appel, pas de réclamation. Je crois qu'ils n'ont même pas remarqué tout de suite. Mais une semaine plus tard, mon père a appelé et j'ai laissé sonner. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ce sont les messages de ma mère qui sont arrivés. Il manque l'argent pour l'électricité. Ils ont oublié les courses. Tu vas bien? Pourquoi tu ne réponds pas? Je regardais ces messages avec un nœud dans la gorge, mais aussi avec une certitude dans la poitrine. Je n'étais pas égoïste. Pour la première fois, je me choisissais moi-même. Vous arrivez à vous imaginer dans cette situation? Dire non, même en ayant peur? Prioriser votre paix, même si on vous dit que vous avez tort? Parce que c'est dur, très dur, mais c'est libérateur. Et non, tenir cette décision n'a pas été facile. À plusieurs reprises, je me suis remise en question. Je me suis sentie coupable. Je me suis demandé si je n'exagérais pas. S'il ne serait pas plus simple de revenir en arrière et de faire comme avant, mais alors, je repensais à cette phrase, « Tu ne sers qu'à payer les factures ». Elle résonnait dans ma tête comme un rappel de tout ce que je ne voulais plus vivre. Une semaine plus tard, ma sœur m'a appelée. Voir son numéro clignoter sur l'écran m'a fait hésiter, mais j'ai décroché. Elle a commencé doucement, comme si elle essayait d'apaiser une bête sauvage. « Maman m'a dit que tu avais disparu. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu calmement, sans détour. « J'en ai juste marre d'être utile et invisible à la fois. » Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a tenté de justifier. « Ils sont vieux, tu sais. Ils ont besoin d'aide. Et toi? Tu as toujours été si responsable. » J'ai eu envie de rire. Bien sûr, toujours la responsable. Celle qui tient bon, celle qui gère, celle qui ne se plaint pas, celle qui porte le monde. Eh bien, oui. Mais même la plus forte finit par se fatiguer, tu savais? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, elle a juste dit « J'ai compris » et elle a raccroché. Je ne savais pas si elle avait vraiment compris ou si elle voulait juste mettre fin à la conversation. Mais à ce moment-là, peu importait. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas d'expliquer, ni de me justifier, ni de me faire comprendre. Je vivais simplement ma vérité. Et c'est là que tout a commencé à changer. Après cet appel avec ma sœur, les jours ont commencé à défiler différemment. Je me réveillais sans cette pression dans la poitrine, sans cette impression de devoir quelque chose à quelqu'un, avant même de sortir du lit. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que chaque petite décision m'appartenait. Je contrôlais mon temps, mon argent, mon énergie. Je n'avais plus besoin d'ouvrir mon compte bancaire avec la peur de découvrir combien il manquait parce que quelqu'un m'avait appelé à la dernière minute pour demander de l'aide. J'ai commencé à me rendre compte à quel point je me redécouvrais. Vous savez, cette sensation quand vous vous regardez dans le miroir et que vous découvrez une nouvelle version de vous-même, c'était ça. Je ne survivais plus seulement. Je me retrouvais. Et ce n'était pas juste une question d'argent. Non. Il y a eu un après-midi en particulier qui m'a marqué. Mon fils est rentré de l'école avec un dessin à la main. C'était une famille. Il nous avait dessiné tous les deux, entourés d'un grand cœur. J'ai souri et lui ai demandé « Et papy et mamie, ils sont où ?» Et lui, avec le plus grand naturel du monde, m'a répondu « Ils ne font pas partie de notre famille, hein, maman ?» Parce qu'ils ne sont jamais avec nous. Ça m'a frappé de plein fouet. Parce que je n'avais jamais dit du mal de mes parents devant lui. Je ne lui avais jamais rien raconté. Mais même un enfant peut voir ce que les adultes font semblant. De ne pas remarquer. Et à cet instant, j'ai compris que tout ce que j'avais toujours voulu de mes parents, je le donnais à mon fils. De l'attention, du soin, un amour sincère. Ça m'a donné la force de rester ferme dans ma décision. Malgré tout, leurs réactions n'ont pas tardé à arriver. Quelques jours plus tard, mon père m'a rappelé. Quand j'ai vu son nom sur l'écran, mon cœur s'est accéléré, mais j'ai décroché. De l'autre côté, la même voix dure qu'à l'accoutumée. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un caprice maintenant? Juste parce que j'ai dit quelque chose sous le coup de la colère ?» J'ai respiré profondément. « Papa, ce n'était pas juste une chose. Ce sont des années à me traiter comme si je n'avais de valeur que quand vous aviez besoin d'argent. Comme si j'étais moins une fille que ma sœur. Comme si mes efforts ne comptaient jamais. » Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a lâché « Ah, ça y est, tu vas commencer avec ton drame maintenant. » À cet instant, j'ai compris qu'il n'avait rien saisi, qu'il ne comprendrait peut-être jamais, et c'était ok, parce que je n'avais plus besoin de cette compréhension. J'avais besoin de paix. J'ai simplement répondu « Ce n'est pas du drame,
C'est de la fatigue et une décision que j'ai prise, que je ne changerai pas, et j'ai raccroché. Pour la première fois, je n'ai pas pleuré après une conversation comme celle-là. Je ne me suis pas sentie coupable. Je ne me suis pas sentie mauvaise. J'ai ressenti du soulagement. Peu après, ma mère m'a envoyé un message. Elle disait que leur carte avait été annulée et me demandait si je pouvais régler ça, comme je l'ai toujours fait. Je n'ai pas répondu. J'ai passé tout l'après-midi loin de mon téléphone. Je suis allée chercher mon fils à l'école, on a acheté des glaces, on a ri sur le chemin du retour. C'était une journée banale, mais avec un goût différent. J'étais là, pleinement, dans cet instant, présente, vraiment. Et ça n'a pas de prix. Le soir, mon fils s'est endormi sur mes genoux, pendant que je regardais un vieux film à la télé. Quand mon téléphone a vibré à nouveau, je n'ai même pas regardé. Je ne voulais pas sortir de ce moment. Et c'est là que j'ai réalisé le temps que je gagnais en m'éloignant du chaos qu'ils apportaient, c'était le temps que je consacrais enfin à moi-même et à ce qui comptait vraiment. Mais bien sûr, tout n'est pas rose. Une semaine plus tard, ma sœur est venue chez moi. Elle n'avait pas prévenu. Elle est juste arrivée. Elle a sonné fort à la porte et j'ai tout de suite su que ce n'était pas une visite amicale. J'ai ouvert et je l'ai vue là, les bras croisés, avec ce regard qui mélange jugement et supériorité. « Tu vas laisser nos parents dans le besoin ?» J'ai respiré profondément. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils vivent juste avec leurs propres moyens. Elle a rétorqué immédiatement. « Ils nous ont élevés. Tu devrais être plus reconnaissante. » Et j'ai répondu « Ils nous ont élevés comme ils ont pu. » Mais la gratitude, ce n'est pas une dette éternelle, et l'amour ne s'achète pas avec des factures payées. Elle est restée silencieuse un instant, mais elle est revenue à la charge. « Tu fais ça par vengeance, parce que tu as toujours pensé que j'étais la préférée. » Et j'ai dit « Non, ce n'est pas par vengeance. C'est pour ma santé mentale, ma paix, pour moi et pour mon fils. Et peut-être oui, tu as été la préférée. Mais ça n'a plus de place dans ma vie. » Elle est partie sans rien ajouter. Et je suis restée là, devant la porte, à respirer profondément. Cette conversation m'a secouée, bien sûr. Elle me secoue encore, parce que même si j'étais certaine de mon choix, il y avait toujours cette petite pointe de douleur, d'avoir été invisible si longtemps, d'avoir lutté pour une reconnaissance qui n'est jamais venue. Mais il y avait aussi du soulagement de ne plus essayer, de ne plus me plier en quatre pour recevoir des miettes d'affection. Certaines personnes ne réalisent ce que vous faisiez pour elles que quand vous arrêtez. D'autres, peut-être, ne le réaliseront jamais, et c'est ok, parce que la vie, ce n'est pas convaincre qui que ce soit, c'est trouver sa place, sa valeur, sa voix, et je commençais à trouver les miennes. Peu à peu, avec des pas assurés et des décisions difficiles, mais nécessaires. En vérité, la phrase de mon père n'a été que la goutte d'eau, mais le vase était plein depuis longtemps. Vous avez déjà ressenti ça? Cette accumulation de douleur, d'usure, de fatigue, jusqu'à ce qu'une phrase, un regard, une attitude vous fasse tout voir clairement, comme si, d'un coup, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. C'est ce qui m'est arrivé. Et quand ce déclic se produit, on ne peut plus revenir en arrière. On peut ressentir de la culpabilité, de la peur, de l'insécurité, mais la clarté reste, parce que la douleur ouvre les yeux, et une fois ouverts, ils ne se referment plus, et c'est là que la vie commence à changer pour de vrai. Les jours suivants ont été plus calmes que je ne l'imaginais. Pas de messages, pas d'appels, pas de nouvelles d'eux. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant. Et même si une partie de moi ressentait le vide de ce silence, une autre ressentait de la paix. Une paix nouvelle, étrange, mais nécessaire. Mon fils a aussi remarqué la différence. Il ne me voyait plus aussi fatigué, ni aussi agacé. J'ai commencé à mieux dormir, à sourire plus légèrement. Peu à peu, j'ai repris des choses simples dont j'avais oublié combien je les aimais. Lire un livre, essayer une nouvelle recette, m'asseoir sur le canapé sans regarder l'heure. Ça semble bête, mais quand vous passez des années à essayer de tout gérer pour tout le monde, ces petits moments disparaissent. Ils sont engloutis par la routine, la pression, les exigences. Et moi, je les récupérais, calmement, sans culpabilité. Un jour, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décroché. C'était l'assistante du cabinet médical de mon père. Elle m'a expliqué qu'il avait manqué un rendez-vous important et qu'il fallait le reprogrammer, mais qu'ils avaient des soucis avec l'assurance. Avant qu'elle ne me demande quoi que ce soit, j'ai été directe. J'ai dit que je ne m'occupais plus de rien concernant mes parents et que tout devait être réglé directement avec eux. La femme a eu l'air gênée, s'est excusée et a raccroché. C'est là que j'ai compris qu'ils commençaient à sentir l'impact réel de ma décision. Pendant longtemps, ils ont vécu dans un confort que je leur offrais. Mais maintenant, ils allaient devoir affronter la vie telle qu'elle est. Et pour quelqu'un qui a toujours eu une personne pour tout gérer à sa place, ça peut être effrayant. Le même jour, ma mère m'a envoyé un court message. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. 1 heure. Plus tard, un autre. « Tu vas vraiment laisser les choses comme ça ?» J'ai encore attendu. À la fin de la soirée,
Elle en a envoyé un dernier. On ne compte plus pour toi? Je l'ai lu plusieurs fois avant de répondre, parce que c'était là, le vieux jeu de la culpabilité, la tentative de tout renverser. Mais je n'étais plus la femme qui acceptait ce genre de manipulation. J'ai écrit calmement « Je me suis souciée de vous toute ma vie, mais ça n'a jamais été réciproque. Maintenant, je prends juste soin de moi. » Et j'ai laissé ça comme ça, sans attendre de réponse. Et elle n'a pas répondu. La nuit est passée, et, pour la première fois, j'ai dormi avec le cœur léger après un échange comme celui-là. J'étais en train de changer. J'étais en train de grandir. Et vous? Avez-vous déjà ressenti cette transformation intérieure? Quand vous réalisez que vous êtes enfin sorti d'un cycle qui vous faisait du mal, que vous pouvez enfin respirer plus profondément, marcher plus légèrement, penser à vous sans vous sentir égoïste, parce que c'est ça, la liberté. Et c'est aussi un recommencement. La semaine suivante, j'ai été convoquée à une réunion importante au travail, une opportunité de promotion. Je me suis préparée, j'ai étudié le projet, j'ai revu chaque détail. À la fin de la réunion, mon patron m'a félicitée et m'a dit que ma posture avait changé ces derniers temps. J'étais plus sûre de moi, plus solide, plus centrée. J'ai souri et je l'ai remercié, mais au fond, je savais. C'était le poids que je ne portais plus qui me rendait comme ça. Quand on arrête de soutenir le monde des autres, on trouve enfin la force de soutenir le sien. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, plus heureuse que je ne l'avais été depuis longtemps. Mon fils est venu en courant me raconter qu'il avait été choisi comme assistant de la professeure. Fier, les yeux pétillants. Et moi, j'étais là, présente, entière. Une chose que je n'arrivais pas à être avant. Mais tout ne s'arrête pas là. Le samedi suivant, ma sœur m'a envoyé un message. Elle disait que nos parents avaient de vrais problèmes, que l'électricité allait être coupée, que la carte était bloquée, qu'ils menaçaient de saisir la voiture faute de paiement. J'ai tout lu calmement, et pour la première fois, je n'ai pas paniqué. J'ai juste répondu « Ils doivent apprendre à s'organiser ». Moi, j'ai appris. Eux aussi peuvent y arriver. Elle a répondu tout de suite « Tu deviens une personne froide ». Et j'ai écrit, sans colère, sans rancune, « Non ». J'ai juste arrêté de m'effacer, et j'ai fermé l'application. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Les gens confondent les limites avec la froideur. Ils pensent que dire non, c'est cesser d'aimer. Mais ce n'est pas ça. L'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour. L'aide sans reconnaissance devient de l'exploitation. Et la présence sans réciprocité devient une prison. Et moi, je ne voulais plus vivre enfermée. La plus grande transformation, ce n'était pas d'arrêter de donner de l'argent. C'était d'arrêter de mendier de l'affection, d'arrêter de supplier pour être reconnue. C'était comprendre que je mérite d'être aimée pour qui je suis, pas pour ce que je donne. Et mon fils me l'enseignait tous les jours, avec des gestes simples. Une petite note disant « Tu es la meilleure maman du monde ». Une étreinte spontanée, un sourire idiot quand je réussissais la blague qu'il aimait. Ça, c'était de l'amour vrai, pur, sans intérêt. Au milieu de ce processus, j'ai retrouvé une amie de fac. Elle m'a invitée à prendre un café pour rattraper le temps perdu. On a parlé de tout. Elle m'a dit que je semblais plus légère, plus calme. Je lui ai raconté un peu de ce qui s'était passé, sans trop entrer dans les détails. Et elle m'a dit une phrase qui m'est restée en tête. Parfois, on ne grandit que quand on arrête de se tailler pour les autres. Et c'était ça. Pendant des années, je m'étais taillée. Je m'étais façonnée pour rentrer dans un moule qui ne m'avait jamais vraiment accueillie. J'avais essayé d'être utile à ceux qui ne me voyaient pas comme une personne de valeur, mais juste comme une fonction. Et maintenant, je me laissais enfin fleurir, même si c'était tard. Certaines nuits, je me surprenais encore à penser « Est-ce que mes parents comprendront un jour? Est-ce qu'ils verront tout ce que j'ai fait? Est-ce qu'ils ressentiront vraiment mon absence ?» Mais tout de suite après, je me répondais moi-même « Peut-être oui, peut-être non. » Mais ça ne change pas ce que je dois faire pour moi. Parce qu'il y a des choses qu'on fait sans attendre de retour. On les fait parce qu'on en a besoin, parce que c'est juste, parce que c'est le seul moyen de sortir de la douleur. Et moi, j'étais en train de m'en sortir, un pas par jour, une décision à la fois, jusqu'au jour où le téléphone a sonné à nouveau et que, cette fois, j'ai répondu. Ce n'était ni mon père ni ma mère. C'était Margaret. Rien qu'en voyant son nom clignoter sur l'écran, mon esprit s'est préparé à une nouvelle tentative pour me faire revenir en arrière. J'ai décroché, m'attendant à la même rengaine. Mais ce que j'ai entendu m'a surprise. Sa voix était différente, sans cette posture supérieure habituelle. Un peu plus basse, plus retenue. « Je sais que tu es blessée », a-t-elle commencé. « Mais je voulais juste te dire que, eux, ils ressentent. » Je suis restée silencieuse. Je voulais en entendre plus. Ils commencent à réaliser à quel point ils dépendèrent de toi, à quel point ils s'étaient installés dans le confort, à quel point tu as fait pour eux sans jamais rien demander en retour. Ça m'a prise au dépourvu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle essayait de me convaincre avec une nouvelle stratégie.
Mais elle a continué. Moi aussi, j'ai réalisé des choses, tu sais. J'ai toujours été traitée comme celle qui avait besoin d'attention, d'aide, de soins, et j'ai accepté ce rôle. Mais ça a tout mis sur tes épaules. Et maintenant, je vois que ce n'était pas juste. J'ai pris une grande inspiration. Ces mots m'ont touchée. Je ne m'attendais pas à entendre ça de ma sœur. Toute ma vie, elle avait été protégée dans une bulle créée par nos parents, tandis que moi, j'étais jetée dans le monde avec l'obligation d'être forte. Mais pour la première fois, elle le reconnaissait, et ça avait une valeur. Un poids. Je ne t'appelle pas pour te demander quelque chose, a-t-elle dit, ni pour te faire changer d'avis. Je voulais juste te dire que j'ai compris, et que, si un jour tu as besoin de moi, je suis là. C'était comme une fissure qui s'ouvrait dans un vieux mur. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de manière douloureuse. C'était comme si un nouvel espace s'était créé, une possibilité de construire quelque chose de différent. Quand j'ai raccroché, je suis restée à regarder le plafond un moment. Je repensais à tout ce qu'on avait traversé, à comment, depuis toute petite, on nous avait placés dans des rôles différents. Elle, la fille fragile et spéciale. Moi, la forte, celle qui résout, celle qui supporte. Aucune de nous n'avait choisi ces rôles, et peut-être que c'était pour ça qu'on avait vécu si longtemps éloignés, même en étant sœurs. Les jours suivants, je me suis remémoré des moments du passé, les fois où j'ai pleuré seule dans ma chambre parce que ma mère oubliait mon anniversaire, mais organisait une fête pour elle, les fois où mon père disait que je devrais prendre exemple sur l'éducation exemplaire de ta sœur, les comparaisons, les exigences, le silence. Mais j'ai aussi repensé à une nuit, quand Margaret avait 12 ans et moi 15. Elle avait eu une crise de fièvre et de peur, et j'avais passé la nuit assise près de son lit, à lui tenir la main. Pendant que nos parents dormaient, elle n'avait réussi à s'endormir que parce que j'étais là. Et à ce moment-là, on était juste deux petites filles, effrayées, cherchant à se sentir en sécurité. Ce souvenir m'a fait pleurer. Pas de tristesse, mais de compréhension. J'ai compris que la douleur nous relie, même quand elle s'exprime différemment, et que reconnaître ça ne change pas le passé, mais change la manière dont on avance, à partir de maintenant. Cette semaine-là, j'ai emmené mon fils au parc. On s'est assis sur l'herbe, on a mangé du popcorn, on a ri en regardant les fourmis essayer de transporter un bout de biscuit. Il s'est allongé sur mes genoux et m'a dit « Maman, j'aime quand tu es heureuse. » Et j'ai réalisé que je l'étais. Même avec tout ce désordre, même avec les ruptures, les coupures, les vieilles blessures encore en train de cicatriser, j'étais heureuse parce que j'étais entière, parce que je vivais enfin ma vérité, sans avoir à m'effacer. C'est cette même semaine que j'ai reçu une lettre. Oui, une vraie lettre, écrite à la main. C'était de ma mère, les lettres tremblantes. L'écriture plus fragile que dans mes souvenirs. Elle disait qu'elle ne savait plus comment m'approcher, qu'elle savait qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs, qu'elle avait dit des choses qu'elle n'aurait pas dû, agi comme elle n'aurait pas dû, qu'elle ne savait pas comment demander pardon, mais qu'elle voulait essayer. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai pleuré. Je suis restée silencieuse. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à ignorer. Mais au final, j'ai décidé d'attendre, parce que les mots, c'est beau, mais les vrais changements demandent du temps. Et je ne voulais pas tomber dans le piège de croire à des promesses sans acte. Mais au fond de moi, une partie s'est ouverte, un espace qui était fermé avant. Je ne voulais plus porter de rancune. Elle m'avait tenu compagnie bien trop longtemps. Et maintenant, tout ce que je voulais, c'était de la légèreté. À la fin du mois, mon salaire est tombé. Et pour la première fois depuis des années, je me suis assise avec mon fils pour planifier ensemble ce qu'on allait en faire. On a acheté des billets pour une pièce de théâtre pour enfants, on a dîné dehors dans un endroit qu'il adorait, on a acheté des vêtements neufs pour l'école, et il en est resté. Il est resté du temps, il est resté de l'affection. Il est resté de la place pour rêver à d'autres choses. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté dans un petit pot marqué « S'avenir ». Je ne savais pas exactement ce qui viendrait, mais je voulais être prête. Un jour, mon fils m'a demandé « Maman, pourquoi tu ne parles plus avec mamie et papy ?» J'ai marqué une pause de quelques secondes. J'ai réfléchi à comment répondre d'une manière qu'il comprendrait, et j'ai dit « Parce que parfois, quand on aime beaucoup quelqu'un, mais que cette personne nous fait du mal, la meilleure façon de se protéger, c'est de s'éloigner. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bons souvenirs. Ça veut juste dire qu'on a choisi de vivre avec ceux qui nous font du bien. » Il a réfléchi, puis il a souri. Comme « On vit avec mamie Sharon. » Et j'ai souri aussi, exactement comme ça. Les mois ont passé. J'ai reçu de nouveaux messages. Certains plus calmes, d'autres essayant encore de me culpabiliser. Mais j'étais déjà ailleurs. À l'intérieur comme à l'extérieur. J'avais compris que prendre soin de soi, c'est un acte de courage. Que poser des limites, ce n'est pas briser des liens, c'est essayer de les recoudre de manière plus juste. C'est se donner ce que personne ne m'a donné. La priorité. Et même si mes parents ne changeaient jamais, moi, j'avais changé. Et ce changement, personne ne pouvait me l'enlever. Le temps a filé doucement, presque sans bruit. Un jour, après l'autre, sans grands événements, sans éclat,
sans nouvelle dispute, juste du silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé ce que j'avais peut-être cherché toute ma vie, la paix. Pas cette paix parfaite qu'on imagine dans les films, mais une tranquillité réelle, une absence de peur, une légèreté, une compréhension. C'était la première fois en des années que je pouvais me regarder dans le miroir sans culpabilité, sans cette sensation de devoir quelque chose à quelqu'un. Et même avec les traces de la douleur encore visibles, je savais qu'elles n'étaient plus que des cicatrices. Elles ne faisaient plus mal. Elles racontaient juste une histoire, Dimanche matin, je me suis assise par terre dans le salon avec mon fils pour l'aider avec un devoir d'école. Il s'agissait de la famille. Il devait faire un arbre généalogique. Pendant qu'il dessinait les branches et collait les photos que j'avais aidé à imprimer, il me demandait les noms des gens et je répondais calmement. Quand il a collé la photo de Sharon en haut, à côté de Brian, et qu'il a écrit « Mamie » et au papy, je n'ai pas corrigé, parce que c'était ce qu'ils étaient. Une vraie mamie et un vrai papy. Pas par obligation, mais par présence, par amour, par constance. Il n'a pas inclus mes parents, ni ma sœur, et quand je lui ai demandé doucement s'il voulait ajouter quelqu'un, il a juste dit « Ce sont les gens qui prennent soin de nous ». Ça m'a touché comme un coup, et une étreinte en même temps. Parce qu'il n'y avait pas de rancune dans sa réponse, juste de la vérité. La vérité d'un enfant qui reconnaît ce qui compte vraiment. Je l'ai serré fort dans mes bras, les yeux embués, et je suis restée là, en silence, sentant mon cœur battre plus fort. C'est là que j'ai su, avec certitude, que j'étais sur la bonne voie. Cette même semaine, j'ai croisé ma sœur par hasard au supermarché. Elle m'a vue en premier, m'a fait un signe de loin, et s'est approchée. Elle était différente, plus simple, moins maquillée, un regard plus calme. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle m'a dit que nos parents avaient vendu des choses pour couvrir des dettes, qu'ils avaient enfin commencé à vivre avec ce qu'ils avaient, sans mon aide, et que, aussi incroyable que ça puisse paraître, ils apprenaient. Ils râlaient encore, bien sûr, ils résistaient, mais ils faisaient face à leur propre réalité. Elle m'a dit que ma mère avait parlé de mon absence, qu'elle avait pleuré. Certains jours, mais qu'elle commençait aussi à réfléchir, et que mon père était plus silencieux, plus pensif. J'ai écouté attentivement. Je n'ai pas ressenti de plaisir à leur souffrance, ni de soulagement à leurs difficultés. J'ai juste senti que, pour la première fois peut-être, ils vivaient quelque chose que je connaissais bien, le poids de se sentir seul, ignoré, sans soutien. Mais cette fois, ce n'était plus moi qui avais besoin de leur aide, c'était l'inverse, et je n'étais plus disponible pour porter ce qui n'avait jamais été léger. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la protection, de l'amour-propre. Margaret m'a demandé si je pensais un jour leur parler à nouveau. J'ai dit que oui, mais que ce ne serait pas pour revenir en arrière. Ce serait juste pour écouter, pour comprendre, pour clore peut-être, ou pour recommencer autrement. Mais tout ça à mon rythme. Et elle a respecté ça. Elle a dit qu'elle comprenait, que chacun a son propre tempo pour guérir, qu'elle-même traversait un processus semblable. Et ça m'a touchée. Parce que, malgré tout, je savais qu'au fond, nous avions toutes les deux été façonnées par les erreurs de nos parents, et que maintenant, chacune, à sa manière, essayait de briser les cycles qui nous avaient fait tant de mal. En rentrant chez moi, j'ai pensé à comment la vie change quand on arrête d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été à nous, quand on rend aux autres la responsabilité qu'on a toujours portée seule, et quand on choisit d'aimer avec liberté, sans obligation, sans poids, sans attente, aimer ceux qui nous aiment vraiment en retour. Et se pardonner d'avoir mis si longtemps à le voir. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une nouvelle lettre, cette fois de mon père, une lettre plus courte, directe. Il disait qu'il n'attendait ni pardon ni rapprochement, qu'il voulait juste dire qu'il commençait à comprendre. Et que, si un jour je voulais parler, il serait prêt à écouter. Je l'ai lu calmement, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas émue comme avant, mais j'ai ressenti du respect, une reconnaissance, et c'était déjà bien plus que ce que j'espérais. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai, peut-être pas, mais savoir qu'elle existe me suffit. Aujourd'hui, ma vie est plus simple, plus silencieuse, mais pleine de sens. J'ai appris à dire non sans me justifier, à me reposer sans me sentir paresseuse, à choisir mes relations avec plus de soin, et surtout, à me choisir, tous les jours, sans exception. Mon fils grandit en voyant une mère plus entière, et pour moi, c'est le plus beau cadeau, parce que je sais qu'il apprendra, à travers mon exemple, que l'amour ne se mendie pas, que la présence ne s'exige pas, que la famille, ce n'est pas le sang, c'est le choix. Ce sont ceux qui sont là, qui prennent soin, qui aiment sans rien attendre en retour. Et si je peux lui laisser une seule chose, que ce soit ça. La certitude qu'il mérite d'être aimé sincèrement, sans avoir à se sacrifier, sans avoir à s'effacer, sans avoir à prouver sa valeur, parce que personne ne devrait vivre en essayant d'être assez bien pour ceux qui refusent de voir. La vie est trop courte pour ça, et trop belle pour être gâchée avec ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Alors, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous demander, combien de fois vous êtes-vous effacé pour correspondre aux attentes de quelqu'un?
Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'on ne vous voyait que quand vous serviez à quelque chose? Et surtout, jusqu'à quand allez-vous accepter de vivre comme ça? Vous méritez plus. Vous méritez qu'on se souvienne de vous, qu'on vous valorise, qu'on vous aime, sans avoir à porter le monde, sans avoir à vous faire mal. Mon histoire n'est peut-être qu'une parmi tant d'autres. Mais si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait repenser vos propres relations, si elle a éveillé en vous un sentiment de courage ou même de soulagement, en sachant que vous n'êtes pas seul, alors elle a déjà rempli son rôle. Parce que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une histoire vraie pour se rappeler qu'on a le droit de changer le cours de sa vie, que c'est possible de recommencer, que c'est possible de se libérer. Et, si cette histoire a résonné en vous, laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Racontez-moi, avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Avez-vous déjà senti qu'il fallait couper des liens pour survivre émotionnellement? Je veux vous entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.